Bonjour, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session du think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité. Une session qui a pour thème aujourd'hui un sujet majeur, qui est celui de comment atteindre l'égalité économique et financière. Quel rôle pour les pouvoirs publics et les entreprises? C'est un sujet majeur parce que finalement, l'indépendance financière, c'est la première des libertés. Et c'est peut-être aussi l'inégalité qui est la plus criante et sur laquelle il faut absolument agir le plus vite possible. Donc, dans quelques instants, nous allons passer un extrait d'une vidéo qui a été faite par la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui souhaitait être avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement ne le pouvait pas, et qui donc a fait un enregistrement qui a été fait par la journaliste de Marie-Claire, Corinne Goldberger, que je salue. Donc, nous passerons juste une petite minute et ensuite, je vous invite à visionner l'intégralité de cette vidéo sur le site de Marie-Claire. Nous allons avoir pour parler de cette égalité économique et financière, des expertes de choix à mes côtés et je les salue, je vous remercie d'être avec nous. Donc Cécile Tricon-Bossard, qui est directrice des ressources humaines chez Natixis, Virginie Calmel, qui a été à la fois femme politique, et nous en parlerons tout à l'heure, administratrice au sein de grandes entreprises, fondatrice de l'école Futuare, spécialiste dans le marketing digital, mais qui intervient surtout aujourd'hui en tant que présidente d'honneur du Fonds Solidarité WeCare, qui est dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Clémence Gastaldi, qui est directrice générale d'AXA Prévoyance et Patrimoine, Louise Ménard, qui est directrice marketing et communication d'Elaya, mais qui, avant de rejoindre Elaya, elle-même a créé, cofondatrice et directrice de Citron. Elle nous en parlera. Et donc, c'est à la fois une start-upeuse qui elle-même a créé sa propre entreprise. Alors, l'égalité économique et financière, je l'ai dit, c'est la première des libertés. Elle passe bien entendu par l'égalité salariale et d'où le rôle de l'entreprise de façon très importante, mais elle passe également par l'encouragement des femmes à créer leurs propres entreprises. Et nous verrons qu'il existe encore un gap entre les fonds qui sont levés par les hommes et ceux qui sont levés par les femmes, mais aussi, et je m'adresse à toutes les femmes présentes, aussi sur une meilleure connaissance par les femmes de leurs droits. Et nous en parlerons aussi tout à l'heure avec Clémence. Mais le rôle des pouvoirs publics est essentiel, à la fois pour impulser, pour légiférer. Et c'est pour ça que je vais maintenant demander à Marie de nous passer donc un petit extrait. Je salue toutes celles qui sont arrivées d'ailleurs. Un petit extrait donc de la vidéo de Agnès Pannier-Runacher. Je vous rappelle que ce sont quelques extraits et que vous pourrez visionner l'intégralité donc de son interview sur le site de Marie-Claire. Et je vous donne rendez-vous dans 3-4 petites minutes. À tout de suite. Les investisseurs l'ont bien compris, puisqu'on voit que certaines stratégies d'investissement, y compris chez des investisseurs institutionnels anglo-saxons qui ne sont pas connus pour leur philanthropisme, reposent notamment sur l'analyse des équipes de gestion et de direction et prennent en compte la mixité de ces équipes, que ce soit une mixité de genre, d'ailleurs une mixité de nationalité ou de parcours académique. Mais pour valoriser les entreprises et choisir les entreprises dans lesquelles ils investiront versus les entreprises dans lesquelles ils ne choisissent pas d'investir. Donc, on voit que c'est en train de bouger chez les investisseurs. On voit que c'est en train de bouger chez les analystes financiers qui également s'intéressent à ces compositions d'équipes dirigeantes. Mais c'est probablement encore un réflexe pas suffisamment en place dans beaucoup d'entreprises. Peut-être aussi parce qu'il y a du conservatisme, puis ça peut être une forme de remise en question de l'équipe dirigeante en place, que de dire que plus de mixité permettrait plus de performance. C'est toujours difficile de se remettre soi-même en question.
c'est un outil qui est en train de s'installer dans le paysage des entreprises. Donc, il faut le temps que cet instrument s'installe dans le paysage des entreprises. Par rapport au taux de 59% l'année dernière d'entreprises qui avaient publié, nous sommes passés à 70% au 1er mars 2021 et on atteint les 84% pour les entreprises de plus de 2000 salariés. La deuxième chose, vous savez, c'est que la loi prévoit des pénalités, des sanctions pour les entreprises qui ne publient pas ou celles qui n'ont pas de bons résultats au bout de 3 ans. Depuis 2019, l'inspection du travail a réalisé 17 500 interventions en entreprise et 300 mises en demeure et 11 pénalités financières ont été prononcées. Moi, je ne suis pas de ceux qui trouvent que le contrôle est la meilleure façon de mettre en place de la confiance et de travailler avec les entreprises, mais ça reste un levier utile pour accélérer la prise de conscience. Évidemment, il faut accompagner les entreprises au-delà des sanctions, puisque c'est tout l'enjeu plutôt de pédagogie que nous menons avec les services de l'État pour faire en sorte qu'elles utilisent cet index comme une façon d'abord d'évaluer leur propre performance, mais également d'être plus attractives et de mieux recruter. Je pense en particulier aux PME. Les PME se plaignent souvent d'avoir des difficultés de recrutement et celles qui sont capables de projeter un discours très inclusif et notamment très inclusif en direction des femmes ont finalement des facultés à attirer les talents supérieurs à celles qui ne sont pas embarquées dans ce type de politique. Donc, en fait, il faut en faire un atout. C'est la meilleure façon d'avancer. Il faut que ce soit gagnant-gagnant pour les entreprises. Et pour que ce soit gagnant-gagnant pour les entreprises, il faut s'appuyer sur les fédérations d'entreprises, il faut s'appuyer sur l'UEMM, qui est vraiment un partenaire dans cette politique de parité femmes-hommes que nous menons, pour montrer que derrière la réglementation, il y a surtout une opportunité pour les entreprises de mieux recruter, des talents fidèles et de créer une plus grande motivation dans l'entreprise. Je voudrais redonner quelques chiffres qui sont quand même assez édifiants, hein, qui montrent qu'aujourd'hui, vous avez encore 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, tous postes et secteurs confondus. Et selon l'Observatoire des inégalités avec lequel nous travaillons régulièrement, cet écart de salaire, il est encore différent entre les catégories sociales. C'est-à-dire qu'en fait, il est de plus en plus important dans les postes de direction. C'est-à-dire que dans les postes qui sont moins élevés, eh bien, le différentiel est moins important, mais ce qui prouve que c'est encore très difficile aujourd'hui pour les femmes, lorsqu'elles montent dans la hiérarchie de l'entreprise, d'avoir des salaires qui sont équivalents au niveau des hommes. Autre élément important, c'est que quand même la France, elle a encore des progrès à faire puisqu'elle se positionne simplement au 16e rang de l'indice de l'égalité qui comprend les opportunités économiques, d'éducation, de santé, la place des femmes en politique. Ce qui signifie que nous avons, mesdames, encore beaucoup de travail. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous faire réagir par rapport à deux, je ne sais pas si on appelle ça accidents ou incidents qui se sont déroulés cette semaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux Sofagate, mais ce moment assez étrange et édifiant où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est restée debout parce que le président turc n'avait mis que 2 chaises, une pour Charles Michel, président du Conseil européen, mais qu'il n'avait pas du tout imaginé qu'il fallait que Madame la Présidente soit aussi assise. Et nous avons vu, excusez-moi le terme, mais ces 2 goujats rester assises alors même que la présidente de la Commission européenne était debout. Donc, premier incident, alors qu'elle représente l'Europe quand même. Hein. Au-delà d'être une femme, elle représentait l'Europe. Deuxième incident, c'est que j'ai vu effectivement dans une chaîne d'infos, il y a 2 jours, une femme politique, Florence Portelli, qui s'avère être blonde, être interpellée, interrompue par un odieux personnage dont je ne citerai même pas le nom, mais qui est quand même un député, ce qui est quand même incroyable, lui dire, et l'interpellant, en disant, bon, écoutez, vos propos, moi, je ne suis pas blonde, sur un plateau télé.
donc alliant à la fois le sexisme et la bêtise, puisque la seule chose que je peux dire, c'est que cet odieux personnage appartenait au FN, et alors même que sa présidente est également blonde. Alors voilà, je sais que certains nous disent, mais non, l'égalité femmes-hommes, ça y est, on y est, c'est un sujet dépassé. Mesdames, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ces deux incidents afin que nous rentrions dans le vif du sujet. Bah, moi, j'ai envie de dire, c'était juste affreux, mais ça montre bien qu'on a encore, il y a encore beaucoup de pain, sur la planche et je préfère, regarder les choses positivement en disant, il y a quand même eu des réactions, heu, extrêmement vives dans l'opinion publique et ça, c'est quand même un signe tout à fait positif. Je suis pas sûre qu'on aurait forcément eu les mêmes réactions il y a une dizaine d'années. C'est vrai, donc on regarde les choses positivement. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Virginie, est-ce que ça vous interpelle? Ah, globalement, moi qui suis blonde, oui, forcément, on en a marre des blagues sur Enfin, les je blondes. crois qu'on est toutes blondes hein, aujourd'hui, hein, face à des réactions comme Non, celle-ci. mais moi, je suis pas sûre qu'il faille non plus attacher trop d'importance, notamment au deuxième événement, parce que le député dont on taira le nom, mais, a plutôt montré sa grossièreté et sa bêtise. Sur le premier événement, c'est un événement qui est beaucoup plus grave et c'est pour ça que pour moi, je les dissocierais, parce que là, on est vraiment sur un sujet de politique internationale qui devient plus un acte politique qu'un acte sexiste, même si parlant d'Erdogan, les deux sont confondus. Donc la portée est beaucoup plus importante et je suis d'accord qu'il faut aussi voir le remous que ça a créé, mais qui a aussi mis en lumière, malheureusement, que dans les cercles de pouvoir, eh bien, les mésententes sont aussi très fortes. Et en l'occurrence, c'est aussi ça que ça a mis en lumière, c'est que non seulement Erdogan, lui, on va dire, il était dans son couloir, malheureusement, d'hommes qui, effectivement, a peut-être peu de considération pour les femmes et qui, en plus, voulait clairement humilier l'Europe. Mais c'est aussi le fonctionnement entre Michel d'un côté et von der Leyen de l'autre qui a été mis en lumière parce que il aurait pu lui aussi avoir la courtoisie de lui laisser le fauteuil à ce moment-là, ce qu'il n'a pas fait et visiblement il ne l'a pas fait pas que pour des raisons de sexisme, mais aussi parce que visiblement leurs relations entre eux sont absolument exécrables. Donc malheureusement, ce que ça prouve, c'est que toujours dans les cercles de pouvoir, il y a le problème de sa féminitude, mais il y a aussi quand même le problème de j'écrase mon voisin et si c'est une femme, bah tant pis. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à ces initiatives, à ce qui s'est passé? Non. Clémence, Louisa? Non, Ah, mais tout a été dit, je pense. d'accord, très bien. Alors, je crois que Marie, il faudrait que tu remettes le micro de Clémence Gastaldi, qui ne peut pas s'exprimer. En tout cas, je vois que vous êtes déjà nombreuses à réagir. Donc, sachez que je vois vos messages. Donc, n'hésitez pas à partager vos réactions, les questions aussi à nos intervenantes, puisque je ferai l'écho de vos réactions et questions et je pourrai les poser directement. Je voudrais aussi rappeler que nous avons donc 3 ateliers à l'issue de cette table ronde et je vous demande de ne pas vous déconnecter, ce qui permettra donc à Marie de pouvoir, en tout cas virtuellement, vous indiquer le salon dans lequel nous vous retrouverons tout à l'heure pour les ateliers. Donc, je le disais tout à l'heure, l'égalité, ça passe par l'indépendance financière et ça passe aussi par un rôle de l'entreprise qui est très, très important. Et puisque nous l'avons vu, il y a encore des écarts de salaire qui sont forts entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est intéressant, effectivement, il faut regarder le verre à moitié plein, Cécile, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et des résultats, surtout, qui sont obtenus lorsque les entreprises souhaitent s'atteler à cette problématique et trouver des solutions. Et c'est le cas chez Natixis, puisque vous avez pris ce problème de l'écart salarial à bras-le-corps et à la fois en termes de recrutement, de mobilité interne et de promotion. Donc, dans un secteur aussi difficile que celui de la finance, qui est un secteur qui est traditionnellement masculin, j'aimerais que vous partagiez avec nous certaines des propositions et des actions concrètes que vous avez mis en place chez Natixis pour justement réduire l'écart salarial. Chère Cécile. Merci Valérie. Oui, effectivement, le sujet de l'égalité salariale, on travaille dessus depuis maintenant près de 10 ans. Donc, on pourrait se dire,
voilà, au bout de 10 ans, on est arrivé au bout de nos peines. En fait, je crois qu'au bout de ces 10 ans, j'ai acquis 2 convictions. La première, c'est que c'est un sujet qui est plus complexe qu'il n'y paraît et que clairement, ça nécessite de jouer sur des leviers qui vont bien au-delà de la simple politique de rémunération. C'est pas qu'un sujet de salaire. Il y a effectivement, vous le disiez, si on ne travaille pas sur le recrutement, sur la promotion des femmes, sur les biais inconscients qui sont à l'œuvre quand on regarde sur ces sujets-là, eh bien, on a une approche qui est finalement largement insuffisante. Et le deuxième point, c'est que c'est un sujet qui nécessite vraiment une attention constante. C'est jamais gagné. Il faut mesurer. Exactement. On n'est jamais arrivé et dès qu'on lâche un peu l'affaire, j'ai envie de dire, on régresse aussi rapidement qu'on a progressé, tout simplement parce qu'en fait, l'entreprise n'est pas toute seule. Elle évolue dans un écosystème et que tout contribue à ce que ces écarts se recréent. Voilà, c'est un sujet qui dépasse largement l'entreprise et il y a beaucoup de facteurs adverses. Alors, c'est quoi pour vous les facteurs qui, justement, montrent que c'est si difficile d'avoir cette égalité? Vous dites qu'il y a d'autres facteurs qui ne dépendent pas de l'entreprise. Vous pourriez peut-être les identifier? Bien sûr, le premier, en fait, sur le sujet d'égalité salariale, il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet qui est que les femmes, malheureusement, trop souvent, sont positionnées sur les métiers qui sont les moins rémunérateurs. Et dans mon entreprise, par exemple, on va avoir des taux de femmes très importants sur les métiers de l'assurance, sur les fonctions support, les métiers qui ont finalement des niveaux de rémunération plus bas que les métiers de banque d'investissement, d'asset management, les métiers plutôt de front office, où là, on va trouver une très large majorité d'hommes. Dans la finance de marché, on a 85% d'hommes. Et donc là, on veut dire que ce sont les postes les plus rémunérateurs. Et ce sont effectivement les postes qui se voient octroyer les niveaux de rémunération les plus élevés. Donc, le sujet qu'on a là, c'est pas et les femmes qui sont positionnées sur ces métiers ont des rémunérations à peu près équivalentes à celles des hommes. Le problème, c'est qu'elles sont en nombre très largement insuffisant. Et donc, quand on sort nos statistiques, eh bien, effectivement, les hommes vont gagner largement plus que les femmes. Donc là, l'objectif, c'est d'attirer les femmes vers ces métiers. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'au moment du recrutement, on puisse vraiment veiller à recruter davantage de femmes. La difficulté qu'on a, c'est tout simplement les promotions à la sortie des écoles. Dans les écoles d'ingénieurs, qui sont une des types d'écoles sur lesquelles on recrute beaucoup, on a à peu près 20% de femmes. Les spécialisations finance dans les écoles de commerce, c'est à peu près pareil. Donc, il faut qu'on aille directement dans les écoles et bien avant la sortie d'école pour justement encourager les femmes à suivre ces parcours. De manière très concrète, ça veut dire qu'on envoie des femmes qui sont sur ces métiers très masculins dans les forums écoles pour montrer aux femmes, pour être des rôles modèles et montrer aux femmes que oui, travailler dans la finance, c'est possible, y compris quand on est une femme. On a aussi monté, par exemple, un programme de shadowing où une fois par an, on a une cinquantaine de jeunes femmes qui sont en M1, donc c'est-à-dire avant le moment où elles font leur choix de spécialisation, et on leur fait passer une journée à côté d'un senior banqueur, de quelqu'un qui travaille sur l'actuariat, sur des métiers, encore une fois, qui sont traditionnellement très masculins. Ensuite, on essaye évidemment de les recruter quand elles sortent de l'école. Première étape, c'est d'abord lever les verrous psychologiques et attirer les femmes à se diriger, encourager les femmes à se diriger vers des métiers qui sont extrêmement rémunérateurs en leur disant que, un, ça existe et que, deux, lorsqu'elles le font, elles gagnent et elles réussissent aussi bien que les hommes. Absolument. D'accord. Tout à fait. Lever ce verrou, et c'est vrai qu'on l'avait évoqué, il reste encore des hésitations pour les jeunes femmes à se rendre dans des métiers comme celui-ci, parce que ce sont des métiers traditionnellement féminins. Avant qu'on rentre dans les mesures concrètes de recrutement et de salaire, ce que vous m'aviez dit aussi, Cécile, c'est que quelque part, ce développement de la finance verte était aussi un atout pour attirer plus de femmes qui trouvaient justement qu'il y avait plus d'appétence pour aller vers des secteurs comme celui-ci. En tout cas, c'est ce qu'on met en avant, effectivement, pour attirer davantage de femmes. On sait on sait dans les entretiens de recrutement qu'elles sont très sensibles à la notion de sens, effectivement, à la notion de développement durable. Enfin, ce sont des arguments qui font mouche.
Et donc, c'est effectivement, comme c'est un axe très important de la stratégie de notre entreprise, effectivement, ce sont des éléments qu'on met en avant pour montrer que les métiers de la finance, non seulement ils sont très intéressants, mais en plus, ils ont également beaucoup et de plus en plus de sens. D'accord, donc ça, c'est première étape. Alors maintenant, une fois qu'elles sont rentrées chez vous, vous m'avez dit qu'il y a l'étape du recrutement qui était essentielle. Alors, il y a l'étape du recrutement et alors là, c'est pour les juniors, mais aussi tout au long à tous les niveaux, en fait. Ce dont on se rend compte, c'est que là, on est vraiment sur les sujets de politique salariale. Nous, on a une politique salariale qui, depuis 10 ans, est extrêmement stricte. C'est-à-dire que chaque année, on s'assure que les taux d'augmentation des hommes et des femmes sont au moins équivalents, que les taux de bénéficiaires d'une augmentation sont au moins équivalents. Donc, tout est verrouillé de ce côté-là. Ça, c'est la revue annuelle des rémunérations. C'est un peu incontournable. Mais ce dont on s'est rendu compte depuis 10 ans, c'est que chaque année, il y avait des écarts qui se recréaient. Et en fait, ils se recréaient comment ? Au moment des recrutements externes, tout simplement parce que quand on recrute à l'extérieur des femmes, eh bien, elles ont un niveau de salaire chez nos concurrents ou dans d'autres entreprises qui n'est pas forcément très élevé. En plus, elles n'ont pas toujours elles n'osent pas forcément avoir des niveaux de prétention très élevés. Et donc, finalement, les recruteurs, quand une femme dit « je veux X », ils ne vont pas forcément aller faire une proposition salariale nettement supérieure. Donc là, on a équipé tous nos recruteurs avec des grilles de salaire pour dire sur tel poste, avec tel niveau de seniorité, enfin, en fonction d'un certain nombre de critères, vous ne recrutez pas en dessous de tel niveau, même si la candidate demande moins, en fait, tout simplement pour ne pas recréer ces écarts. Concrète, c'est vraiment de ne pas se baser sur la fiche de salaire préexistante, exactement, mais de recruter au salaire donc de la grille de salaire que vous avez appliquée chez Natixis. En tout cas, à un niveau de salaire préexistant. D'accord. Exactement. Ça, c'est concret, effectivement. Ça, c'est très important. Après, l'autre point, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la rémunération variable, qui peut être très importante sur certains métiers. Et là, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas évident, c'est lié à de la performance individuelle. Donc, on ne va pas pouvoir sortir forcément beaucoup de statistiques hommes-femmes. Elles ne vont pas forcément faire beaucoup de sens. Et donc là, en fait, on a essayé de travailler encore plus en amont sur les représentations des équipes RH, des managers, tous les biais inconscients qui sont à l'œuvre quand on alloue des niveaux de rémunération variable, de bonus chaque année pour récompenser en fait la performance du métier et pour essayer d'une certaine manière de faire que l'évaluation elle soit la plus objective possible et que l'attribution elle prenne vraiment en compte des facteurs objectifs et pas des facteurs plus subjectif du type, bon, de toute manière, c'est un deuxième salaire dans la famille, donc elle ne va pas forcément partir si je lui donne un peu moins. A contrario, le voisin, il est allé, ça fait 10 fois qu'il vient me voir pour me dire qu'il veut au moins tel niveau de bonus, parce que tout le monde, sans doute beaucoup d'entre nous avons connu, enfin en tout cas dans les équipes RH, quand on occupe des fonctions de management, on voit bien que sur ces sujets de salaire, la pression n'est pas du tout la même selon qu'on est un homme ou une femme. Voilà, donc là, c'est effectivement plutôt travailler. Vous dites que ça existe encore, le fait qu'on va privilégier d'augmenter l'homme en se disant il est le chef de famille, la femme, c'est le deuxième salaire. En tout cas, j'aurais moins de sujets à gérer, effectivement, au moment de la communication, parce que les hommes sont généralement plus vocaux que les femmes. D'accord, donc ça, c'est… Et là, donc, vous avez des formations pour essayer de détruire, en fait, ces stéréotypes et ces biais. Exactement, tout à fait. Et donc, en termes de mobilité interne, est-ce que là aussi, vous avez le sentiment que vous avez mis en place des actions très précises, vous m'aviez dit, pour mesurer non seulement au moment où vous les recrutez, mais aussi sur la progression, puisqu'on a vu que, en fait, dans les hauts salaires, que l'écart était encore plus important. Effectivement, donc ce que j'évoquais, c'est les métiers genrés. Premier, donc augmenter la mixité dans les métiers, premier objectif. Le deuxième objectif, effectivement, c'est de veiller à la promotion des femmes à tous les niveaux de responsabilité, de se fixer des objectifs très clairs sur la mixité de nos cercles de leadership. Pour ça, il y a 2 leviers, en fait. Le premier levier, c'est les femmes elles-mêmes. Parce qu'on se rend compte qu'elles ont souvent plus de mal à exprimer leur ambition. Et donc, il faut qu'on les pousse. Ça, c'est le premier point. Donc, on a des programmes de formation qui s'appellent, par exemple, « Réussir sa carrière au féminin »,
où on les forme notamment à la négociation salariale, mais aussi à comment je construis mon réseau. On sait que c'est souvent quelque chose qui est plus difficile pour elles. Comment je mets en visibilité le travail que je fais, par exemple. Voilà, donc c'est comment on leur donne confiance et ensuite comment on va les chercher. Donc là, c'est tout le travail de talent management, des plans de succession dans lequel effectivement on veille à ce qu'il y ait systématiquement au moins une ou deux femmes positionnées. Et on a engagé toute la direction générale dans un programme de sponsorship de nos femmes à potentiel. Pendant 1 an, en fait, ils ont un certain nombre de rencontres avec une de ces femmes à potentiel. Et l'objectif, c'est qu'ils mettent à disposition leur réseau et qu'ils vraiment en fassent la promotion pendant toute l'année. Ce n'est pas juste du mentoring, parce que ça, c'est bien, on le faisait déjà, mais là, on leur demande vraiment de les sponsoriser. Et ça a donné des résultats très concrets. Encore récemment, on a nommé, par exemple, la responsable de notre bureau de Dubaï, une jeune femme qui a été proposée en fait, par un des membres du comité de direction générale qui l'avait sponsorisé. Je pense que ça ne serait jamais arrivé sans ce programme et sans ces rencontres qu'on force un peu d'une certaine manière. Recrutement, formation, sponsoring, réseau, formation aussi et lutte contre les billets. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que quand on met en place des stratégies comme celle-ci, ça fonctionne avec un élément, c'est qu'il ne faut jamais cesser de mesurer pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, j'aimerais bien vous faire réagir, Clémence Gastetti. Vous êtes directrice générale d'AXA Prévoyance et Patrimoine, c'est 1300 agents. Vous m'avez dit qu'il y avait un quart de femmes. Vous aussi, vous avez envie de recruter davantage de femmes, leur donner confiance en elles. J'aimerais bien avoir votre réaction vis-à-vis de ce que vient de dire Cécile, mais aussi quelles sont les mesures que vous avez mises en place chez vous pour pouvoir attirer plus de femmes. Donc, peut-être au niveau, d'abord, je suis complètement alignée avec ce que vient de dire Cécile. Et là, je vais peut-être parler au niveau d'AXA France, ce qu'on fait. AXA France aussi est très fortement impliqué sur ces questions de mixité. Et ça, même depuis très longtemps, Claude Bébéard, qui était le fondateur d'AXA, avait créé en 2004 la charte de la diversité, justement pour lutter contre la discrimination, tant mixité que diversité. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2006, tout comme Natexi, comme en parlait Cécile, on a mis un budget dédié à la correction des écarts de rémunération non justifiés, parce qu'il en restait un budget quand même de 9 millions entre 2006 et 2020, et on a encore un budget, parce qu'il y a encore quelques différences à corriger. Donc, on a mis 2 millions additionnels entre 2021 et 2023. De la même manière, c'était aussi ce que disait Cécile, on a une ambition forte pour atteindre 45% de dirigeantes parmi donc, nos dirigeants. Et pour ça, c'est ce qu'on fait, parce qu'il faut absolument que l'on garde une équité dans les processus de recrutement, parce que si on veut 45% de femmes, c'est facile, il suffit de promouvoir des femmes, et là, tout de suite, on décrédibilise toutes les femmes qui pourraient être promues juste parce qu'on a le quota. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce que l'on fait, c'est que l'on pousse plus de femmes à oser postuler pour ces postes de dirigeants. On a aussi mis en place ce système de sponsorship qui fonctionne très bien, où effectivement, on développe le réseau des femmes chez AXA. On les aide à faire un meilleur marketing d'elles-mêmes. Ce n'est pas toujours là où on est le meilleur. Et puis de mieux s'affirmer, de mieux oser. L'objectif, c'est d'avoir un vivier de potentiels directeurs. Et ensuite, quand on a ce vivier, la sélection en tant que telle, elle est faite par un long processus d'assessment, d'évaluation, qui est fait avec des consultants RH, donc qui assurent, et pour moi c'est hyper important, vraiment l'équité parfaite de nos processus de recrutement. Mais l'objectif, c'est que juste avant ce processus, on ait plus de femmes, parce qu'il y avait moins de femmes qui osaient, et c'est grâce à tout ce coaching, ce mentoring, ce tutoring, qu'on arrive à avoir plus de femmes, et donc d'avoir finalement un nombre de femmes parmi les dirigeants qui augmente très fortement, 18% en 2006, 39% en 2019, et comme je vous le disais, 45% on espère en 2023. Oui, donc ce que je retiens, c'est pareil, c'est qu'il faut qu'il y ait véritablement un investissement de la tête, donc des dirigeants de l'entreprise qui doit dire, voilà, c'est une priorité pour l'entreprise et ça doit le rester. Donc, très important d'avoir un engagement.
Deuxième élément, ce sont des efforts constants. J'entends aussi ce que vous dites, c'est l'enveloppe de rattrapage. Je crois que c'est essentiel aussi, on ne peut pas laisser s'installer. Quatrième élément qui m'a beaucoup plu, c'est le mot équité. Vous dites il faut que ça soit équitable. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire progresser des femmes si elles ne sont pas au niveau. Donc, on doit avoir un vivier de personnes qui sont très bonnes parce qu'il ne faut pas justement que les hommes se disent oui, on va promouvoir des femmes qui ne sont pas à la hauteur, à la place. Non, c'est un niveau de compétence égale et de l'équité. Ça, je trouve que c'est les éléments qui sont importants. Alors, Virginie, vous êtes donc présidente du Fonds de solidarité WeCare et la société WeCare, là, c'est une femme où il y a une société où il y a une prédominance de femmes. Donc, il n'y a pas de problème d'équité au niveau du salaire ou de rattrapage, mais je sais que chez vous aussi, vous avez une politique pour encourager les femmes à mieux se vendre, à demander des augmentations et à les encourager à avoir plus confiance en elles. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que vous faites aussi? Alors, le groupe WeCare, il a été créé et dirigé par Guillaume Richard, hein, donc un homme, mais c'est effectivement sur les 18 000 salariés, un groupe qui est très féminin, hein, puisque près de 75% de l'effectif qui est féminin. Et comme on vient de le dire à l'instant, souvent, c'est des initiatives portées par des hommes qui croient dans le potentiel des femmes. Et la dernière initiative prise par le groupe WeCare, moi je ne suis que présidente d'honneur du Fonds de solidarité, mais le groupe prend des initiatives opérationnelles, hein, exécutives, pour la promotion des femmes. Et c'est ce que Guillaume Richard vient de faire tout récemment avec Bouge ta boîte, hein, qui est dirigée par Marie-Éloi, sur une initiative très intéressante qui s'appelle Bouge ton groupe. Alors, Bouge ton groupe, c'est un programme auquel certaines femmes sont invitées à s'inscrire, à participer. Et là, la première opération va être faite avec 15 salariés du groupe qui se sont inscrites. Et la particularité, c'est que ce sont des femmes qui viennent d'horizons différents. Donc, on en aura une des RH, une de la comptabilité, une de la communication, une du juridique, une d'une agence, O2 par exemple, dans le groupe. Et ces 15 femmes vont finalement participer à une émulation ensemble, à la fois via des formations, via des échanges, une prise de confiance en soi, pour justement essayer de grimper les échelons, et l'objectif étant d'aider ces femmes à rejoindre à terme un comité exécutif. Donc c'est vraiment en fait une volonté de la direction de lancer un programme d'accompagnement pour permettre à des femmes méritantes, hein, bien sûr, parce que je crois que c'est le trait commun à chaque fois de tout ce que nous voulons, nous, en tant que femmes, hein, c'est toujours valoriser la compétence, montrer que justement ces femmes sont méritantes, n'ont pas à subir de plafond de verre parce qu'elles sont femmes, mais on veut aussi que tout ça soit fait dans une forme de justice, d'équité, de volonté en fait simplement de mettre en avant leurs compétences qu'elles ont, pas de faire de la discrimination positive coûte que coûte, mais plutôt de dire regardez toutes ces femmes, toutes ces compétences qu'elles ont et toutes ces capacités aussi qu'elles ont à travailler ensemble, parce que ça fait aussi partie, me semble-t-il, des qualités qu'il faut peut-être plus mettre en avant. On a commencé avec le problème de la politique et de ces coups bas qui peuvent y avoir. Là, ce qu'on veut au contraire valoriser dans un groupe comme WeCare, c'est cette capacité d'entraide. C'est que ces femmes vont s'entraider pour toutes essayer d'avoir ce même parcours d'excellence qui vont les amener à participer à terme à un COMEX. Et le fait qu'elles soient en plus d'horizons de secteurs de l'entreprise différents, c'est qu'il n'y a pas de compétition, puisqu'elles sont chacune dans des domaines d'activité différents, mais en revanche, elles vont s'entraider pour parvenir dans un horizon court à des fonctions plus élevées. Merci beaucoup Virginie. Ça doit vous faire réagir, Louisa, hein, tous ces termes d'entraide, d'équité. Je rappelle, Louisa, que vous êtes donc directrice marketing d'Elaya Partner. Peut-être que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'Elaya Partner, hein, c'est un fonds d'investissement, et parce que l'entreprise a un rôle à jouer très important, mais également nous sommes là pour encourager les femmes à créer leur entreprise. Parce que quand elles les créent, les femmes réussissent, il faut le dire, elles réussissent très bien dans la création d'entreprises, dans la gestion d'entreprises qu'elles ont lancées, mais pourtant, là encore, il y a de l'inéquité, puisque les femmes lèvent moins d'argent que les hommes.
Et peut-être est-ce dû au fait que pendant très longtemps, la plupart des fonds d'investissement étaient dirigés par des hommes. C'est en train de changer. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez justement comment ça change, qu'est-ce que vous faites au sein d'Elaya et peut-être aussi votre exemple personnel puisque vous-même avez créé et levé de l'argent. Complètement, merci beaucoup. Donc Elaya, c'est un fonds d'investissement en venture capital. On investit dans la tech et la deep tech le plus tôt possible. Et on est connu pour avoir été premier investisseur de Criteo, Miracle, Shift Technology, etc., etc. Donc on est toujours dans le milieu de la finance. Et nous, on a la particularité d'avoir été fondé par 2 hommes. Mais en revanche, on a 50% de femmes à tous les niveaux, à commencer par le niveau partenaire, mais naturellement. Donc, on est un peu un ovni dans ce milieu-là, puisque dans les équipes d'investissement, c'est 35% de femmes et souvent au niveau analyste plutôt qu'au niveau partenaire. Et en fait, ça a été fait assez naturellement à travers une culture d'entreprise, je pense, qui est assez particulière, de se dire on va travailler sur… on est 30, donc c'est plus facile aussi à mettre en place qu'à l'échelle d'une grosse multinationale, mais une culture de la confiance, notamment sur les enfants en bas âge, hommes ou femmes, peu importe. Mais c'est accepté de déconnecter à 18h et de se connecter plutôt tôt le matin ou aux horaires de sieste. En ce moment, avec ce contexte quand même particulier où les gens ont les enfants à la maison, nous, il y a beaucoup d'enfants en bas âge, de changer les rythmes de boulot, de faire plus de choses en call plutôt qu'en vidéo. Enfin, il y a plein de toutes petites choses en fait qui permettent quand même d'adapter la culture. Et les femmes attirent les femmes dans l'entreprise et aussi dans l'investissement. Donc, le fait de… je sais que Clémence et Cécile, vous en avez parlé un peu précemment, mais le principe des rôles modèles, je pense, est clé. Et c'est ce qui va attirer les femmes et donner envie. Dans le milieu de l'investissement, c'est assez particulier. Nous, ça a été prouvé d'ailleurs, les investisseurs ont tendance à investir dans les gens qui leur ressemblent. Donc, en ayant très peu de femmes partenaires, mathématiquement, ça ne fonctionne pas et les femmes reçoivent moins d'investissement. Si on revient un peu sur les chiffres, l'écart moyen s'est réduit de 8% en 2020, mais les hommes absorbent toujours 90% des fonds. Et 21% des startups sont fondées par des femmes ou des équipes mixtes. Donc, on a encore un énorme enjeu. Et c'est ce que disait Cécile précédemment, c'est il faut aller en fait dans les écoles. Il faut aller encore beaucoup plus tôt qu'au moment de la création d'entreprise dans les écoles. Donc, on a pas mal de partenariats avec 100 000 entrepreneurs. Et le fait de montrer qu'en fait, on peut être entrepreneur. Donc, ça, c'est ma casquette précédente. Mais moi, j'ai monté une boîte dans les chatbots, donc dans l'intelligence artificielle. Et je me suis retrouvée à des événements où j'étais la seule femme. Donc c'est des choses qui sont quand même assez particulières. D'ailleurs, je réagis à certains des commentaires. C'est important d'encourager les jeunes filles, les jeunes femmes à créer leur entreprise. Mais aujourd'hui, vous apercevez qu'il y a aussi un vivier de femmes et même des femmes de plus de 50 ans qui aujourd'hui peuvent également être des femmes créatrices d'entreprise. Et je pense qu'il faut rappeler que c'est à tout âge qu'on peut créer sa propre entreprise. Complètement, il n'y a pas d'âge. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge, n'a pas de genre, n'a pas de nationalité, je pense que c'est très important en effet de le rappeler. Et il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place. Nous, on fait des open Zoom hours, qui étaient des open office hours avant, mais que pour les femmes. En fait, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas pour nous. C'est devenu neutre. On a un peu comme Clémence le disait précédemment, on n'est pas forcément pour les quotas, donc on ne s'impose pas de quotas. Et en revanche, on va investir dans les meilleures entreprises qui vont nous permettre de faire de la performance financière, ce qui est notre métier. Et aujourd'hui, on adorerait avoir beaucoup plus de femmes à l'entrée du funnel. Donc, en fait, dans notre deal flow, si on a très peu de femmes au tout début, on ne peut pas avoir beaucoup de femmes dans lesquelles on va investir. Puisque mathématiquement, on investit dans moins d'1% des dossiers qu'on reçoit. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur l'entrée du funnel. C'est exactement ce que disait Cécile précédemment. Pour moi, ça va dès l'éducation, mais aussi dès l'entrée, de montrer aux femmes que c'est possible d'entreprendre, que c'est compatible avec tout, que ça peut se faire en parallèle d'un métier au début, que ça peut… Et je pense que les hommes ont tendance peut-être à plus tenter l'aventure entrepreneuriale que les femmes aujourd'hui, ce qui est si vous deviez hyper donner dommage. un conseil donc aux femmes qui nous écoutent et qui vont nous regarder sur le site de Marie-Claire, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil aux femmes qui justement hésitent à se lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat ou même à lever des fonds? Foncer, oser, il y a tout à faire. C'est une aventure qui est extraordinaire. Regardez les entrepreneurs, regardez leurs yeux quand ils vous parlent. Ils ont des yeux qui pétillent, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ça se transmet. Je pense que je vois Clémence qui rigole, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui se transmet et je pense qu'il y a et c'est quelque chose qu'il faut savoir s'arrêter aussi au bon moment. Moi, j'ai arrêté mon entreprise au bout d'1 an et j'ai jamais autant appris de ma vie, mais il n'y a pas grand-chose à perdre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à perdre, il faut oser, il faut croire en soi. Alors, c'est intéressant, Louisa, et j'aimerais faire rebondir Clémence là-dessus, parce que
Clémence, vous me disiez qu'il faut qu'il y ait une prise. Alors, les entreprises doivent agir, les pouvoirs publics doivent agir, mais les femmes elles-mêmes doivent agir et il faut qu'elles prennent une meilleure prise de conscience dans leurs actions, à la fois pour se protéger dans leur patrimoine, pour lutter contre la précarité et pour justement oser investir. Et chez vous, ce que vous m'avez dit, c'est que c'est assez étonnant parce que les femmes, malgré tout, restent encore peu disposées ou pas suffisamment disposées à s'intéresser à leurs finances. Elles ont un manque d'éducation ou un manque d'appétence à regarder leurs finances. Et je dois dire qu'on a eu des retours de femmes qui nous ont dit, mais quel que soit le niveau de responsabilité, elles peuvent être directrices d'une entreprise et malgré tout, elles ne regardent pas leurs impôts, elles ne savent pas ce qu'il en est sur leur retraite et elles ne connaissent pas leurs droits. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dire à toutes ces femmes, non, 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 mais là, attendez, là, il faut arrêter maintenant, prenez-vous en main et intéressez-vous à vos finances. Qu'est-ce que vous faites chez vous pour essayer de faire de la pédagogie financière, finalement? Oui, il y a un vrai besoin de pédagogie financière. Après, je pense que c'est aussi un problème même français, parce que même les hommes, quand on se compare par rapport aux Européens, par rapport aux Américains, même les hommes, finalement, ont un niveau de connaissance de ces sujets-là pas excellent. Je voyais une stat récemment qui disait que 74% des hommes disaient avoir une faible connaissance de ces sujets, mais c'est 86% des femmes. Donc, c'est encore plus fort chez les femmes. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'en fait, les femmes sont encore plus à risque. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont des salaires plus bas, elles ont encore des salaires plus bas, eh bien, en cas de pépin, elles sont beaucoup plus impactées. Par exemple, ça, c'est les chiffres de l'INSEE, à la retraite, c'est pas un pépin, ça arrive, c'est plutôt une belle chose, mais à la retraite, elles perçoivent en moyenne 39% de moins. Après une séparation, vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de séparations, le niveau de vie d'une femme va baisser de 20% lorsqu'il va baisser de 3% pour un homme. Et puis, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent dépendantes, et ben, dans la très grande majorité des cas, ce sont les femmes qui s'occupent de leurs parents dépendants plus que les hommes. Donc, on voit qu'elles sont plus susceptibles de se retrouver dans des situations de fragilité financière. Et donc, clairement, nous, en tant qu'AXA, on considère qu'on a un rôle à jouer pour les sensibiliser, et leur montrer, à la fois leur faire de la pédagogie financière, comme vous le disiez, et en même temps leur montrer qu'il y a des solutions qui existent pour se protéger en cas de coup dur. Et donc, on a lancé tout un programme, c'était en 2016, qui s'appelle Pour elles, dont justement, l'objectif était d'accompagner les femmes à devenir indépendantes financièrement. Et donc, dans ce programme, il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui a été des réunions d'information destinées aux femmes et qu'aux femmes, qui étaient donc des rencontres pour elles, ça s'appelait comme ça, enfin, ça s'appelle toujours, ça existe toujours, qui sont des rencontres, donc des réunions qui sont animées par des agents généraux AXA France, par des commerciaux AXA France. On en a animé plus de 1200 pour l'instant. Et ces réunions, c'est vraiment sensibiliser les femmes sur les problématiques financières et aussi sur les solutions qui existent. Par exemple, vous en parliez, la retraite. Les sensibiliser sur ce qu'elles vont toucher à la retraite. Et je rappelle que c'est vraiment un moment clé, vous avez raison d'en parler, parce que les chiffres sont édifiants. Hein. Les femmes qui sombrent dans la précarité au moment de la retraite, c'est terrible, et c'est bien plus que les hommes. C'est bien plus que les hommes, parce que voilà, déjà, elles avaient un salaire initialement plus bas. La baisse est plus forte. Il y en a beaucoup qui n'ont pas 100% parce qu'elles ont eu des interruptions de carrière. Donc, clairement, il y a un vrai sujet de précarité à la retraite et il y a des solutions. On peut préparer sa retraite en défiscalisant, etc. Et ça, c'est très peu connu et encore moins connu des femmes. Donc, vraiment, on a ces réunions de pédagogie financière, donc réunions rencontres pour elles, depuis 2016, 1200 et on continue. On a aussi fait des modules de pédagogie financière avec un partenaire, avec Femmes Business Angel. Et ça, vous pouvez trouver ces modules de pédagogie financière si ça vous intéresse. C'est gratuit. Si vous allez sur AXA pour elles, il y a une page AXA pour elles où il y a tout ce que l'on fait justement dans ce programme AXA pour elles et en particulier ces modules de pédagogie financière créés avec Femmes Business Angel. Et la pédagogie financière sur quoi en fait? C'est sur la protection, sur la retraite, c'est sur quoi? Protection, retraite, épargne, expliquer donc vraiment voilà, quels sont, mettre le doigt sur quels sont les risques ou quels sont voilà, à la retraite, combien est-ce qu'elles peuvent espérer toucher et comment est-ce qu'elles peuvent compléter, mais de la même manière sur le financement des études des enfants. C'est lourd, ça s'anticipe, comment est-ce qu'on peut faire pour l'anticiper, combien ça coûte en moyenne, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver sur le site donc AXA pour elles.
Et enfin, on a aussi fait des formations en ligne pour nos commerciaux, pour les sensibiliser aussi à comment faire de la pédagogie financière par rapport aux femmes et comment mieux adresser les besoins de la clientèle Ça veut dire féminine. que pour vous, on doit s'adresser sur ces questions-là différemment aux hommes qu'aux femmes pour les motiver, mobiliser En fait, je pense qu'il y a des attentes un peu différentes. J'aime pas faire de généralité, c'est très mal, mais donc je fais une généralité, donc par essence, c'est faux ce que je dis. Mais je fais des généralités qui est de les femmes vont plus être intéressées par des sujets très concrets, lorsqu'un homme peut être un peu plus intéressé par la théorie. Par exemple, une femme ne va jamais me dire j'aimerais une assurance vie. Un homme va plus souvent me dire je souhaiterais une assurance vie. La femme, elle va me dire, si je reprends l'exemple tout à l'heure, j'aimerais m'assurer, j'ai 3 enfants, je vois aujourd'hui que le coût des études peut être important, j'aimerais m'assurer que dans 10 ans, je pourrais faire face au coût pour mes 3 enfants. Ou j'ai ma mère dépendante, ça pèse super lourd sur mes finances. J'aimerais ne pas être un poids pour mes parents. Les femmes vont plus arriver avec des problématiques. Elles ont des questions concrètes. Mais vous savez, quand on a fait, il n'y a pas très longtemps, quelque chose sur le leadership au féminin, c'était très intéressant parce que que ce soit Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou Elisabeth Moreno nous disaient le leadership, il est pareil qu'on soit un homme ou une femme. Simplement, on a des expériences de vie différentes et on est effectivement peut-être plus dans le concret par nos expériences de vie. Donc, effectivement, ça correspond à ce que vous êtes en train de dire. Alors, j'ai beaucoup de questions qui arrivent là et particulièrement sur les questions de l'âge en disant il y a un vrai problème, tout ça c'est bien, mais il y a un vrai problème pour les femmes après de 50 ans. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a travaillé sur ces questions-là, qu'on a fait des propositions concrètes, qu'on a d'ailleurs présentées à la ministre, qui était de dire qu'il fallait défiscaliser peut-être pour les entreprises qui embauchent des femmes de 50 ans. Donc, je vous invite à relire les propositions concrètes que nous avons fait là-dessus. C'est un vrai sujet. Sachez que nous sommes dans le think tank très sensibles à cette question-là. Et quand on parle de précarité, justement, merci beaucoup Clémence pour toutes ces informations. J'aimerais parler avec vous, Virginie, parce que dans votre fondation, vous jouez un rôle absolument incroyable, parce qu'il y a les femmes qui sont dans l'entreprise, il y a les femmes qui créent leurs entreprises. Vous, chez WeCare, vous avez parfois des femmes qui arrivent, qui n'ont même pas de compte en banque. Et vous m'avez expliqué que vous faisiez un travail remarquable parce que la première étape finalement de l'autonomie financière, ça passe par l'ouverture d'un compte en banque. Oui, alors c'est intéressant et d'ailleurs je crois que le 8 mars, la ministre avait révélé un projet de loi pour justement rendre obligatoire le fait de payer un salarié sur son propre compte bancaire parce que on constate, et notamment dans le groupe WeCare ou numéro 1 français du service à la personne, on a des femmes qui sont donc qui viennent remplir des tâches, par exemple de femmes de ménage chez des particuliers qui, effectivement, n'ont même pas de compte bancaire. Et c'est quand Guillaume Richard, qui a voulu travailler sur l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, rendre les salariés actionnaires de l'entreprise, etc., qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas leur propre compte bancaire et que c'était viré sur un compte qui n'était même pas monsieur, madame, mais un compte qui était monsieur. Et ça, c'est dans un autre sujet qui concerne bien sûr la fondation, le Fonds de solidarité WeCare, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un point clé de précarité et c'est aussi un point majeur pour lutter contre cette fameuse violence faite aux femmes, c'est d'avoir son indépendance. Et la première pierre de l'indépendance, elle est évidemment financière. Et s'il n'y a pas de compte bancaire propre à une femme, elle aura plus de difficultés à quitter un domicile conjugal alors qu'elle subit des violences. Donc ça, c'est évidemment une action majeure sur laquelle tout le groupe s'est mobilisé. Et puis pour rebondir sur ce que disait Clémence à l'instant, tout ce qui est intrapreneuriat et développement de l'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose qui tient aussi beaucoup à cœur de Guillaume Richard à la tête de ce groupe, en favorisant, d'abord parce que favorisant le fait de prendre des risques et d'être son propre investisseur, c'est que le groupe fonctionne avec des succursales et avec des franchises. Et là, on pousse des salariés du groupe à devenir des franchisés. Pour ça, souvent, la barrière à l'entrée, c'est l'investissement qu'il faut faire. Et là, le groupe
accompagne directement, c'est l'ADN du groupe d'accompagner directement ces femmes pour développer leur potentiel professionnel et qu'elles deviennent en fait des franchisés. On a cette volonté aussi de rendre des directeurs délégués actionnaires du groupe en investissant aux côtés du dirigeant du groupe. Et puis plus récemment, et on a trouvé ça particulièrement intéressant, des propositions qui viennent de femmes qui veulent amener des projets. Et là, dernièrement, c'était dans le domaine de la santé et de la nutrition avec une femme de l'équipe qui dit, voilà, moi, je veux développer un projet d'intrapreneuriat au sein du groupe WeCare dans ce domaine très particulier. Et là, on va l'accompagner, fournir des ressources propres et développer, au fond, cet intrapreneuriat. Alors, au féminin, vous direz, c'est plus facile dans une boîte qui a 75% de femmes. Du coup, mécaniquement, les projets d'intrapreneuriat sont aussi portés par des femmes. Peut-être que vous devriez prendre contact avec Louisa. Il leur manque des projets, donc il y a peut-être quelque chose à faire entre vous. Si la santé et la nutrition vous intéressent, c'est typique, un des derniers projets qui a été apporté par une femme dans le cadre de cette volonté de développer l'intrapreneuriat au sein du groupe WeCare. Ce que je trouve intéressant aussi, vous l'avez rappelé Virginie, c'est que, et c'est l'essence même et l'esprit de ce think tank, c'est que ce n'est pas les femmes contre les hommes. C'est qu'on réussira à atteindre cette égalité réelle qu'en essayant d'expliquer que les femmes représentent 50% de l'humanité et qu'effectivement l'équité est bonne pour toutes, pour les hommes, pour les femmes, pour la productivité des entreprises, mais également pour la qualité de la société dans laquelle nous vivons. Et que c'est très important, effectivement, d'avoir des hommes qui s'emparent également de ce sujet-là et qui décident de s'y investir. Je crois que c'est le cas d'ailleurs de la plupart des entreprises dans lesquelles vous travaillez, que ce soit chez Natixis, chez AXA, chez Guillaume Wicker, que j'ai entendu aussi plusieurs fois, qui tout feu, tout flamme quand il parle de cette question d'égalité. Et je crois que c'est essentiel. Louisa, vous avez dit aussi que vos partenaires étaient à l'origine masculin. Autre mesure, Virginie, que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est que vous m'avez dit aussi que, et particulièrement vous qui travaillez sur la question des violences faites aux femmes, mais tout ça c'est lié, c'est que parfois votre entreprise va encore plus loin puisqu'elle se porte garant pour la location de logements. Oui, alors en fait, dans l'indépendance, toujours le même problème. Hein, pourquoi certaines femmes subissent des violences et parfois ne peuvent pas s'extraire d'un milieu violent, c'est parce qu'elles manquent d'indépendance financière. Donc, on a parlé évidemment du sujet des comptes bancaires, mais évidemment, après vient tout de suite le problème du logement. Et donc, dans ces cas-là, l'idée, et ça, c'est le fonds de dotation qui prend en charge des nuits d'hôtel, par exemple, pour permettre à la femme de s'extraire de cet environnement violent et de pouvoir prendre le temps de trouver une solution de logement qui soit pérenne. Et notamment, il y a un délai d'instruction, comme vous le savez, des dossiers pour des logements sociaux. Donc là, c'est le fonds de dotation qui va prendre en charge ces nuits d'hôtel. On a aussi la capacité via le fonds de dotation. Je rappelle qu'il est doté à hauteur de 5% des bénéfices de l'ensemble du groupe chaque année. Mais alors, c'est un point important parce que je trouve que c'est quand même un sacré exemple à suivre. Hein. Vous pouvez me répéter là, c'est 5% des bénéfices qui sont… 5% des bénéfices de l'ensemble des filiales du groupe sont reversés au fonds de dotation WeCare. Donc, c'est comme ça qu'on va financer des actions concrètes. Donc, la prise en charge, par exemple, des premiers loyers, pour le temps notamment que les aides se mettent en place, c'est aussi quelque chose que fait le fonds de dotation. Et vous venez de le dire Valérie, le fait de se porter garant pour la location d'un appartement, ça c'est évidemment clé. Une femme qui a un job, qui fait partie des effectifs du groupe WeCare. Alors je rappelle que le fonds de dotation, il intervient pour les salariés du groupe WeCare, mais il intervient aussi pour des personnes qui ne sont pas salariées du groupe. Hein. C'est une action à 2 étages, mais se porter garant pour la location d'un appartement, a fortiori pour des personnels du groupe sur lesquels on connaît absolument leur légitimité, leur sérieux, le fait qu'elles aient un salaire, etc., et une visibilité de carrière, c'est ce que fait le fonds. Et bien sûr, ça s'ajoute à d'autres actions comme la prise en charge de frais d'avocat ou la prise en charge de frais de déménagement. Mais on voit bien que
les deux points clés de l'indépendance des femmes, et notamment dans le dur passage de violence éventuelle, c'est d'un côté le salaire, de l'autre le logement. Très bien, merci beaucoup Virginie. Alors, je dois dire qu'il y a énormément de commentaires de toutes les personnes qui nous écoutent, beaucoup de questions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que n'oubliez pas qu'on a nos ateliers qui sont juste après, dans lesquels on va rentrer dans les détails et qui permettront justement de répondre à toutes vos questions. Alors, Virginie, vous avez fait bondir les gens en disant « Ah bon, mais il y a encore tellement de femmes qui n'ont pas encore de compte personnel ». Effectivement, quelqu'un a rappelé que c'est très récent finalement, que les femmes ont le droit d'avoir un compte personnel. Donc, c'est des siècles de patriarcat sur lesquels on est en train de se battre, avec une accélération heureusement importante sur les dernières années. Alors, vous savez que le think tank, notre particularité, au-delà d'être inclusif, c'est d'être extrêmement concret. Et donc, je vais vous demander à toutes les quatre de me donner une proposition concrète sur lesquelles vous pensez qu'il peut permettre justement d'accélérer cette égalité économique et financière. Je vais commencer par vous, peut-être Clémence. Est-ce que vous avez une proposition concrète que vous avez envie de partager avec nous et un conseil à donner à toutes les femmes qui nous écoutent? Eh bien, vous en avez fait tout à l'heure, vous avez fait beaucoup de conseils vous-même et de propositions vous-même. Et dans ces propositions, il y en a une qui a retenu mon attention parce qu'elle est très liée à finalement ce dont on parlait tout à l'heure, qui est par rapport à la retraite. On se disait que les femmes, encore plus que les hommes, ne préparent pas suffisamment leur retraite et ne savent pas qu'elles peuvent préparer leur retraite avec différentes solutions, et en particulier des solutions qui leur permettent de défiscaliser, qui leur permettent, avec un avantage fiscal qui les aide à préparer leur retraite. Et donc, vous proposiez qu'au moment de la déclaration en ligne, il y ait un petit encart informatif qui explique cette option et qui indique aux femmes qu'elles peuvent, par exemple, défiscaliser tant et en mettant tant dans un plan d'épargne retraite. Ça, je trouve que c'était vraiment une excellente idée, et je le pousserai de manière très forte. Et de manière générale, moi, j'incite toutes les femmes à commencer à préparer leur retraite. Nous, on dit, plus on commence tôt, moins l'effort est important. Donc, nous, on incite nos clientes dès 35 ans, et nos clients d'ailleurs aussi, dès 35 ans, à commencer à penser à leur retraite. Il y a différentes solutions, il faut faire un mix. Être propriétaire de sa résidence principale, c'est déjà une première chose à faire pour préparer sa retraite. Mais donc voilà, dès 35 ans, commencer à se poser la question et mettre en place différents dispositifs. Merci beaucoup Clémence. Louisa, est-ce que vous avez une proposition que vous avez envie de partager avec nous? Oui, il y a beaucoup de chiffres qui montrent quand même que le décrochage entre les hommes et les femmes se fait notamment au moment des grossesses. Souvent, et donc je pense qu'il y a le congé paternité qui a été lancé et officialisé. Je pense qu'il y a les deux, il y a le proposer au sein de l'entreprise, mais il y a aussi encourager les hommes à le prendre, et je pense que ça c'est clé, et c'est le rôle de l'entreprise, pas uniquement de le proposer en option, mais vraiment d'encourager, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait que la direction montre l'exemple. Quand la direction montre l'exemple, un des axes majeurs à la fois de Marie-Claire globalement, ainsi que de ce think tank, qui est véritablement d'encourager de notre côté même le congé obligatoire pour les hommes pour au moins un minimum de semaines, pour ne pas faire en sorte que les hommes qui les prennent soient stigmatisés. Donc, merci beaucoup Louisa. Cécile? Moi, je dirais la mesure. Il faut absolument, sur l'ensemble de ces sujets-là, avoir des chiffres et suivre l'évolution. Parce qu'en fait, c'est aussi le seul moyen de ne pas opposer les hommes et les femmes. Quand on voit les chiffres, c'est objectif, on ne peut pas, effectivement, ne pas voir qu'on a un sujet. Donc ça, je pense que pour l'ensemble des entreprises, tant qu'on ne mettra pas ce sujet en visibilité, à tous les niveaux, y compris au niveau de la direction générale. Et je pense que l'index que l'on publie maintenant depuis 3 ans, il est certes perfectible et il donne une vision qui n'est pas forcément toujours idéale, mais néanmoins, il a vraiment le mérite d'exister, de mettre le sujet sur la table et de permettre aux entreprises de se comparer et de montrer qu'on a encore des axes de progrès, voilà, pour ne jamais lâcher. Virginie, vous de votre côté, est-ce que vous avez aussi une proposition très concrète à partager avec nous? Tout à l'heure, Valérie, vous rappeliez cette action que vous menez pour les femmes de plus de 50 ans.
et notamment réclamer au fond la réduction des charges de 50% pour l'embauche de femmes de plus de 50 ans. Bah, moi, j'y suis évidemment très attachée, d'abord parce que je pense que toute action pour réduire les charges et favoriser l'embauche me semble une bonne action, et a fortiori quand il s'agit de femmes de plus de 50 ans, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Je pense que c'est une très belle action qui aurait, comme toute incitation, au fond, des conséquences immédiates, parce que du coup, un grand nombre d'employeurs se diraient, bah, tant qu'à faire, je vais bénéficier de cet effet d'aubaine, hein, avec une réduction des charges, et du coup, privilégierais l'embauche de femmes de plus de 50 ans, ce qui serait, me semble-t-il, une première bonne réponse aux problématiques qu'on a décrites tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. J'ai un témoignage, vous voyez, pour revenir sur ce que vous avez dit, Louisa, qui me dit que ça aurait fait un flop l'expérimentation du congé parental dans la fonction publique, que simplement 5% uniquement des hommes s'en seraient saisis. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, pour nous, il faut qu'il soit obligatoire. Parce qu'on a entendu effectivement beaucoup de témoignages d'hommes qui nous disent « Oui, mais nous, si on le prend par rapport à d'autres qui ne le prennent pas, on va être stigmatisés. » Donc ça, c'est pour ça que c'est aussi un élément important. Je vous encourage d'ailleurs, mesdames et messieurs qui sommes présents, à aller télécharger notre livre blanc. Je crois qu'il est encore disponible sur le site de Marie-Claire ou sur le site du Connecting Leaders Club, et où vous verrez d'ailleurs toutes ces propositions qui sont là aussi pour vous aider, pour aider les entreprises, pour aider les pouvoirs publics, mais pour vous aider aussi à négocier, à savoir ce que vous pouvez obtenir et à vous battre pour une société qui soit plus égalitaire et plus juste. Mesdames, je vous remercie. Je vous remercie pour vos interventions PEPS, pertinentes, engagées. Je vous remercie pour votre engagement au quotidien pour faire progresser l'égalité. Et j'espère vous retrouver très, très vite pour une autre session du think tank et surtout au quotidien pour qu'ensemble, nous agissions pour l'égalité.